Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Rentrée parlementaire ce matin en Guinée. Les députés de la mouvance sont déterminés à analyser et voter les lois, et cela malgré l'absence de l'opposition. Dans nos hôpitaux, on note une nouvelle discipline dans le travail. Désormais, médecins, patients et autres visiteurs passent forcément par un centre de contrôle installé au niveau des entrées. Et puis, célébration de la journée internationale du sport sous le signe de la paix et du développement. Le temps fort de cet événement dans ce journal. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ce décret portant confirmation d'élection du président et du vice-président de la Cour constitutionnelle. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er est confirmé l'élection de M. Khalifa Sall dans les fonctions de président de la Cour constitutionnelle. Article 2 est confirmé l'élection de Dr Ali Adiaby dans les fonctions de vice-président de la Cour constitutionnelle. Article 3 sont confirmés dans les fonctions de conseiller à la Cour constitutionnelle les personnalités dont les prénoms et noms suivent. Madame Rougui Bari, Maître Mounir Hussein Mohamed, Monsieur CCTA, Maître Amadou Tidiane Kaba, Monsieur Mohamed Lamine Bangoura, Monsieur Ahmed Terna Sano, Monsieur Amadou Diallo. Article 4. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 7 avril 2015, signé professeur Alpha Condé. Il faut préciser que cette élection confirmée par ce décret du chef de l'État a eu lieu ce mardi. Les 9 membres ont élu le président de l'institution. Il s'agit de Khalifa Sall. Il a rappelé 8 voix sur 9. Son challenger, lui, s'incline avec une voix. Et quant au poste de vice-président, il revient au professeur d'université Ali Adiaby. Retour sur le film de la cérémonie avec Thierno Younoussaba. La Cour constitutionnelle, 9 personnes constituent l'équipe de l'institution. Elle est désormais présidée par le magistrat Khalifa Sall, qui rafle 8 voix contre 1 pour son challenger, l'avocat Mounir Mohamed. Alors que la vice-présidence est occupée par le professeur Ali Adiaby, avec un score équivalent à celui du président. Il nous appartient de faire en sorte que ce pays soit stable et que les différents pouvoirs soient exercés conformément à la Constitution. Il nous assiste et nous guide dans l'exercice de nos fonctions. Cette Cour, qui dispose de nombreuses attributions, devra veiller à la conformité des lois avec la Constitution guinéenne, mais aussi à compétence de la gestion des contentieux sur les élections nationales, de la protection des libertés fondamentales et autres. Après 3 mois d'absence, les députés retrouvent ce matin le chemin de l'hémicycle. La rentrée parlementaire s'est déroulée avec un engouement particulier. Seule ombre au tableau est l'absence de l'opposition. Mais malgré cette absence, les députés de la mouvance sont déterminés à analyser les tests et voter les lois. Coup de projecteur sur cette rentrée avec notre équipe de reportage Mabintila Issouma, Sona Sagnou. Parlementaire à l'Assemblée nationale ce matin. À l'entrée, sourire aux lèvres, et dans la salle, des petits groupes se forment. Cette effervescence traduit la joie des députés de retrouver le chemin de l'hémicycle après 3 mois d'absence. Nous reprenons aujourd'hui avec beaucoup d'engouement et de volonté affichée pour que les lois soient votées. C'est extrêmement important dans un pays. Nous sommes très heureux de cette rentrée parlementaire parce que vous savez, nous avons déjà fait 1 année de mandat au cours de laquelle nous avons eu une session des lois et une session budgétaire. Et là maintenant, c'est vraiment un recommencement. Donc on commence par la session des lois. Vous savez, il y a tellement de textes que l'on doit examiner.
Pour cette rentrée parlementaire, la seule ombre au tableau est l'absence de l'opposition. Les 42 sièges de députés de l'opposition sont restés vides. Le peuple de Guinée nous a élus pour venir les représenter à l'Assemblée nationale. Je pense que le débat ne peut se faire qu'à l'Assemblée nationale. Les questions touchant à la vie de la nation ne peuvent être débattues qu'à l'Assemblée nationale. Et donc je sais compter sur l'ensemble des honorables députés pour venir à l'Assemblée nationale, au palais de l'hémicycle, pour débattre de toutes ces questions. Nous sommes tous élus ici pour défendre rien que les intérêts de la nation, les intérêts supérieurs de la nation. Nous les attendons les bras ouverts. Malgré ce boycott de l'opposition, cette session de loi va connaître plusieurs enjeux. Très engagés, les députés se disent prêts à travailler sur les textes qui leur seront soumis. C'est la grande session des lois. Comme vous le savez, nous sommes en train de compléter les institutions républicaines. Ça, c'est un enjeu très important. Et ensuite, le gouvernement va nous envoyer pas mal de textes qui sont en préparation. Pour cette session des lois, plusieurs séances de débat sont prévues à l'Assemblée nationale. Pendant 90 jours, les députés vont se retrouver ici pour étudier et analyser les textes avant de voter les lois. Et puis, l'ouverture de cette session des lois a connu la présence de plusieurs personnalités. Les députés sont confiants quant à la réussite des travaux. Les précisions avec Robert Siditolno. La session des lois 2015 ouvre ses portes ce lundi 7 avril. La cérémonie inaugurale regroupe plusieurs personnalités, notamment les membres du gouvernement, les missions diplomatiques accréditées en Guinée. Dans son discours de circonstance, Honorable Claude Korikondiano a loué les efforts du gouvernement dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Il a ensuite remercié les partenaires au développement pour leur soutien avant de saluer la mise en place de certaines institutions républicaines. Nous entamons la présente session à un moment où notre pays s'apprête à organiser des consultations électorales qui sont souvent source d'inquiétude et d'anxiété. Comme vous le savez, toute démocratie admet la compétition dans le respect des normes prescrites en la matière. La session dont nous ouvrons les travaux ce matin sera consacrée, conformément aux dispositions des articles 68 et 72 de la Constitution, à l'examen et à l'adoption des textes soumis à notre institution. D'ores et déjà, j'ai l'assurance, honorables députés, que vous êtes entièrement disposés à partager les préoccupations des populations et que vous saurez combler leurs attentes. Après ce discours rassurant du président de l'institution parlementaire, quelques groupes parlementaires sont rassurés quant à la réalisation des promesses. Nous avons déjà reçu des textes de loi de la part du gouvernement. Il y a aussi des propositions de loi éventuellement de la part des députés. En fonction de cela, naturellement, nous allons examiner les textes qui nous sont soumis. Les membres du gouvernement aussi présents se disent satisfaits et comptent désormais frayer le chemin de la bonne collaboration entre l'institution parlementaire et le gouvernement en vue de mieux prendre en compte les préoccupations des populations. Sincèrement encouragé par le fait que les députés aient profité de leurs vacances parlementaires pour se mettre au service des populations qui sont aujourd'hui assaillies par ce que nous connaissons, l'épidémie à virus Ebola. Il était de leur devoir en tant que représentants du peuple de se mettre à la disposition des populations afin de bouter cette maladie hors des différentes préfectures. Les regards sont donc tournés vers les élus du peuple en vue de jouer pleinement leur rôle dans l'intérêt supérieur de la nation. Et puis, les secrétaires de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, sont désormais formés sur les techniques de rédaction des documents administratifs. Elles sont au nombre de 27 secrétaires à suivre cette formation qui a duré 5 jours. Un programme de renforcement des capacités engagé par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Après des mois sans Ebola, à Massanta, le centre de traitement est ouvert actuellement aux populations. Chaque dimanche, les visiteurs se rendent dans ce centre, une démarche qui vise à démystifier les activités qui s'y font et réduire ainsi les réticences liées aux fausses rumeurs sur les activités de CT en Guinée. Focus sur les centres de traitement Ebola avec Abdoulaye Diallo, Mohamed Lo Camara. Désormais, chaque dimanche, les populations de Massanta peuvent visiter le centre de traitement d'Ebola.
L'objectif est de démystifier les activités exercées dans ce centre. Il y a quelque temps, on a réalisé qu'il restait beaucoup de tabous autour du centre de traitement Ebola, que beaucoup de gens en avaient peur, et donc on a voulu en fait proposer à qui le voulait de venir visiter ce centre pour se rendre compte par lui-même qu'on y traite bien les gens, qu'on y soigne les gens, qu'on ne vole pas leur sang, qu'on ne les brûle pas, qu'on ne vole pas leurs organes. Depuis 3 semaines, les visiteurs en petit nombre fréquentent les locaux, de la salle d'accueil à la pharmacie en passant par les salles d'habillage et de médicaments. Ils sortent avertis. Nous allons encourager tout le monde, dès qu'il y a par exemple la présentation de quelques signes, nous encouragerons tout le monde à se présenter au centre de traitement Ebola qui a récupéré déjà beaucoup de vies humaines, contrairement aux fausses rumeurs qui ont couru. C'est le 23 février 2015 que le dernier malade confirmé a quitté ce centre. Actuellement, Massanta n'a aucun cas d'Ebola. Malgré ce résultat, le combat continue contre l'épidémie. Et nous avons des armes pour pouvoir renforcer cette vigilance. La première, c'est la sensibilisation de la population. Et dans cette sensibilisation, nous utilisons les comités de veille qui sont dans toutes les communautés. C'est l'implication et la responsabilisation de la communauté dans la surveillance épidémiologique. Selon la coordination de lutte contre Ebola, Massanta a enregistré le plus grand nombre de cas positifs. 718 cas confirmés, avec 27 cas probables parmi lesquels 502 décédés et plus de 200 guéris qui vivent dans les différentes communautés. Le niveau de la sécurité sanitaire est renforcé également dans nos hôpitaux. Un dispositif est mis en place depuis ce matin. Pour exemple, à l'hôpital national Ignace Dine, le lavage de mains et la prise de la température sont désormais obligatoires. Le constat avec Moussa Komara. L'hôpital national Ignace Dine. La sécurité sanitaire y est renforcée depuis ce matin. Les 5 entrées sont hermétiquement fermées. Visiteurs et personnel médical se bousculent à la seule rentrée restée ouverte. Ici, le lavage des mains et la prise des températures sont obligatoires. Je trouve ça une mesure très importante pour la population. Tout ce qui est préconisé pour prévenir cette maladie, les mesures sont prises pour protéger la population. Donc je trouve ça normal. Si Oulare Siaka apprécie cette nouvelle approche des autorités de l'hôpital, Kamara Sikou, lui, est d'un avis contraire. Il se plaint des contraintes. Ce matin, je suis venu à l'hôpital. Ma maman a été heurtée par un motard. Elle doit suivre une intervention chirurgicale. Donc je suis venu, j'ai trouvé, disons, la porte de l'hôpital Ignace Dine bondée. Et ils ont dit qu'il n'y a pas d'accès. On ne comprend pas. Parce que, bon, chez nous ici, il y a un tabou qui est là. Les gens, disons, par rapport à cette histoire d'Ebola là, on nous confond tous. Dans un communiqué officiel, la direction de l'hôpital a pris des mesures fortes pour protéger le personnel et les visiteurs contre tout risque d'infection. Dans la cour, le stationnement est interdit aux véhicules. Un contrôleur électronique sera mis en place en lieu et place des thermoflash. Le dispositif a l'avantage de détecter rapidement tout cas suspect d'Ebola. Une salle d'isolement est aménagée pour la circonstance. Il ne faut pas que le malade Ebola se mélange avec les autres types de malades. Alors, dans ce cas, il fallait mettre sur pied un système de tri. Donc, il faut trier qui est suspect d'Ebola, qui n'est pas suspect d'Ebola. Donc, l'implantation de ce système de tri et de dépistage, c'est-à-dire détecter les malades, et après l'isolement de ces malades suspects, ça aussi c'est une étape importante pour sécuriser l'hôpital. Alors, c'est ce que l'on a mis en place dernièrement. On a commencé d'abord par fermer toutes les issues, toutes les portes d'entrée de l'hôpital. À l'hôpital Ignace Dine, 768 agents sont formés et équipés pour la prévention et la lutte contre le virus Ebola depuis la déclaration de l'épidémie en Guinée. La direction de l'hôpital entend pérenniser et renforcer ces dispositifs, même après l'épidémie d'Ebola. Tenez, la circulation continue de faire des victimes. Sur la transversale numéro 2, un motard en provenance de Kipé a percuté ce mardi un enfant avant de finir sa course sous les pneus d'un véhicule RAV4. Selon nos informations, il y a eu au total 2 morts et un blessé grave. Parlons encore de sécurité sanitaire, mais cette fois avec les aliments.
Le thème est retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale de la santé. Objectif, réduire le taux de mortalité lié à la nourriture malsaine dans notre pays. Notre reporter Rose Pocho a sillonné la capitale. Vous allez voir plutôt le constat de la vente des aliments dans les rues est très choquant. Suivez. Dans ce restaurant de Madame Pen, le lavage des mains à l'eau de Javel est de rigueur. On a mis là-bas, on a mis l'eau de Javel tous les jours comme d'habitude. On met le madar, tu mets ça avant de laver tes mains, tout. On a les Kleenex. Quelqu'un qui veut emporter, on a les assiettes, cette table. Tous les jours, ils sont nombreux à venir ici pour goûter aux délices de cette dame. C'est un coin, depuis 2007, je suis là à cause d'un ami qui s'appelle Hussein ici derrière la maison. Donc il m'avait commenté le coin et puis je trouve ça très cool. Et puis c'est un coin qui est hyper propre. Il y a plein de clients aussi qui viennent. Donc il n'y a aucun souci avec la santé ou la propreté. En Guinée, s'offrir un plat copieux dans un restaurant n'est pas souvent chose facile. Le citoyen moyen est obligé de faire recours aux aliments vendus à bas prix, dans les rues et parfois non couverts. Là où tu arrêtes comme ça, vas-y les aliments. Là où on voit ces aliments, comment que tu vois, justement que tu voyais. Ce n'est pas protégé. Il y a de certains qui viennent même payer cet aliment pour aller manger. Sans laver ces animaux. Pour éviter Ebola, il n'y a pas Ebola. Il faut avoir une bonne cœur dans ce pays. Avoir de bon cœur, protéger les aliments. On mange certains trucs aujourd'hui dans la rue, c'est pas bon de manger. Outre ces aliments non protégés, la vente des produits périmés sur le marché reste l'un des phénomènes dont le combat est difficile à mener par les directions de l'hygiène publique et le contrôle de qualité. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 2000 personnes meurent par an à cause des maladies liées à l'eau et à la nourriture. Les statistiques nationales ne sont pas connues. En célébrant donc cette journée sous le thème « La sécurité sanitaire des aliments », les acteurs de la santé entendent réduire le taux de mortalité, surtout en cette période de l'épidémie Ebola. Et puis, cette autre information qui nous parvient à l'instant même, le bureau exécutif de la Confédération patronale des entreprises de Guinée procédera au renouvellement de ses instances dirigeantes le jeudi 9 avril 2015 à partir de 9 h au Petit Bateau dans la commune de Kaloum. À la fin de ce journal, vous suivrez les actions de sensibilisation contre Ebola avec les membres du gouvernement, mais aussi l'engagement de l'organisation à l'écoute de la jeunesse qui s'investit à Ratoma dans la lutte contre Ebola, tout en soutenant l'initiative présidentielle d'électrification dans la dite commune. Bokeh, l'un des greniers rizicoles du pays, compte désormais se tourner vers d'autres cultures alternatives, notamment celle de la pomme de terre. La plaine rizicole de Denkin a servi récemment de terrain d'expérimentation de plus de 6 variétés, parmi lesquelles Spunta et El Baïda, qui donnent déjà un signe de réussite. Francis Collier. La plaine rizicole de Denkin dans la préfecture de Bokeh est en expérimentation pour la production de la pomme de terre. Sur une superficie de moins d'1 hectare, 6 variétés ont été mises en expérimentation. Déjà, le résultat montre que la pomme de terre peut aussi réussir en dehors de la moyenne Guinée. Il y a un grand espoir parce que nous tous nous avons vu les tubercules. Donc il y a eu des grosses tubercules, malgré que nous n'avions pas sémé ces pommes de terre à temps. Il y a 2 variétés qui se révèlent, qui nous prouvent que vraiment c'est Spunta et El Baïda. Le promoteur de cette variété signale que la maîtrise du temps et de la technique culturelle définissent la grosseur des tubercules. Ça encourage les producteurs de Bokeh de continuer sur la culture de la pomme de terre. C'est l'excellente culture qui peut faire, tu vas avoir entre 20 à 25 à 30 tonnes à l'hectare. Je peux montrer l'exemple aux gens de la basse-côte, comme quoi la pomme de terre peut donner en basse-côte. La pomme de terre, qu'est-ce qu'elle cherche? J'ai compris que c'est la fraîcheur qu'elle cherche. Seulement la fraîcheur. La terre, partout, ça peut donner. Donc la fraîcheur, comme il y a beaucoup d'herbes partout, on peut faire le potager.
produire sa propre consommation et exporter l'excédent des produits agricoles, telle est la politique que défend la Chambre nationale d'agriculture de Guinée. Restitution des résultats des négociations entre le patronat et le syndicat du bureau de la main-d'œuvre portuaire. Une avancée est relevée par rapport aux primes de cherté de vie et de transport et les deux parties s'accordent aussi d'élaborer le statut des dockers. Fodé Camara. D'habitude très animée, la plateforme portuaire est presque déserte ce matin. Les dockers, acteurs incontournables des opérations de manutention, sont conviés à cette séance de présentation des résultats des négociations sur l'amélioration des conditions de vie des travailleurs du BMOP, le bureau de la main-d'œuvre portuaire. On a eu 2 cliniques de soins et on a obtenu encore 40% de soins médicaux. C'est quand nous tombons malades, donc nous sommes pris en charge jusqu'à 80%. Principale information, les travaux d'un mois de négociation se sont soldés par une augmentation de salaire de tous les dockers permanents à hauteur de 15%. Le port est la vitrine de l'économie guinéenne. Comme je vous l'ai dit tantôt, n'acceptez jamais qu'on prenne le port en otage en passant par vous pour faire le désordre, arrêtez le travail. C'est dans le travail que nous allons gagner. Le président Alpha Condé est soucieux de votre bien-être. Il a promis d'améliorer vos conditions de vie. C'est pour ça qu'il nous a mandaté d'être à vos côtés, de vous aider et d'aider les membres de l'AGEMAP afin que vos négociations salariales aboutissent à ce résultat aujourd'hui. Ce sur quoi je vais insister, c'est que s'il est normal pour un travailleur d'exiger que ses conditions de travail soient améliorées, il faudra aussi vous retenir que la satisfaction des conditions de travail vous impose l'obligation de bien faire votre travail. Autre terrain d'entente entre le patronat et le syndicat, l'accélération du processus d'élaboration du statut des dockers et la révision des tarifs de manutention gelés depuis plusieurs années. Direction Pita pour parler de la reconstruction de la mosquée de Kansagny, située à plus de 5 km du centre-ville. La réalisation est l'œuvre des ressortissants, appuyée par l'Association des musulmans d'Afrique, un édifice financé à hauteur de 300 millions de francs guinéens. Mamadou Alpha Baldé. Vieille de 300 ans, la mosquée de Kansogny dans la préfecture de Pita est reconstruite pour la 3e fois. L'édifice est réalisé par l'Association des musulmans d'Afrique et les ressortissants de la localité à hauteur de 314 millions de francs guinéens. Il y a eu une mosquée en paille que nos chers parents ont pu avoir, ils sont allés à Timbo pour avoir cette autorisation. À l'issue de ça, depuis ça, c'est un village de pieux. Il y a eu beaucoup de grands imams. Donc cette mosquée, cet édifice-là nous permettra vraiment à suivre les traces de nos parents, de vraiment pratiquer correctement la religion et permettre aussi à nos frères et sœurs qui sont là, à nos parents, à pratiquer l'islam, qui est la religion de nos parents, de tout le monde. D'une capacité d'accueil de 150 places, l'inauguration de cette maison de Dieu a rassemblé des personnes venues de différents horizons. Une occasion pour les représentants du gouvernement de prêcher la paix et l'unité, des valeurs défendues par l'islam. On a passé des messages sur la paix, sur la concorde. Nous avons interpellé les sages d'ici d'aider le gouvernement, d'aider la Guinée pour que le calme, pour qu'on pacifie l'axe Hamdallah et Bambeto. Parce que ce qu'il faut dire, tous ceux qui sont, la plupart des ressortissants qui sont à Bambeto et à Hamdallah sont des citoyens venant de Pita. La religion musulmane, c'est une religion de solidarité, c'est une religion de tolérance. Alors qu'une mosquée de plus dans une localité constitue pour nous un élément, un facteur de consolidation de la paix et de la solidarité nationale. La construction de cette mosquée à Kansogny devrait favoriser le renforcement de la foi religieuse. Dans cette localité, l'islam est pratiqué depuis 1711.
Religion toujours, l'association Ibadur Rahman Islam de Lansanaya Barrage dans la commune de Matoto poursuit ses prières et bénédictions pour la paix et l'éradication du virus Ebola dans notre pays. L'association a mobilisé plusieurs fidèles à Lansanaya Barrage pour prier pour la paix et l'unité nationale. Depuis 2013, le 6 avril est proclamé par l'Assemblée générale des Nations Unies Journée internationale du sport en Guinée. Cette journée est placée sous le signe de la paix et du développement et les festivités concernant cette journée se sont déroulées au stade de l'amitié de Nongo en présence de plusieurs membres du gouvernement. Reportage Ousmane Bangoura, Kabasouma. Cette journée est placée sous le signe sport au service de la paix et du développement. Ici, à Conakry, c'est avec faste que les Guinéens ont célébré la journée. En témoigne cet imposant carnaval qui a égayé le public sportif. La journée internationale du sport au service de la paix et du développement a tout son pesant d'or pour notre pays, pour nos pays. Cette journée est donc une nouvelle opportunité qui s'offre aux États de la planète. Opportunité pour promouvoir le sport et l'activité physique en tant que langage universel. Opportunité parce que les activités physiques et sportives sont des instruments novateurs au service de l'éducation, de la santé et de l'intégration sociale. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que nous croyons à l'importance du sport pour l'éducation de nos enfants et des jeunes, car le sport en lui-même est une magnifique école de solidarité, de tolérance, de civisme et de santé pour tous. Il nous apprend qu'il y a des règles que chacun de nous doit respecter si l'on veut que la partie continue. Le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana a saisi l'occasion pour inviter les familles sportives à œuvrer pour l'épanouissement des activités sportives en Guinée. Le sport est un facteur de paix. Le sport peut contribuer à rapprocher les cœurs et les peuples à travers la jeunesse. C'est pourquoi les sportifs que vous êtes, vous devez vous engager à être des acteurs de la paix. Mais avant d'aborder ce thème, je voudrais profiter de cette occasion au nom du chef de l'État pour féliciter la jeunesse guinéenne. D'abord, pour les succès qui ont été remportés ces derniers temps par les sportifs guinéens et particulièrement les footballeurs guinéens qui ont eu à remporter de grands succès ces derniers temps. Il s'agit de l'équipe nationale junior cadet et l'équipe nationale senior qui ont brillé sur les terrains africains malgré le contexte marqué par la maladie à virus Ebola. Je tiens donc à les féliciter et à les dire et à dire à tous les sportifs que le gouvernement est avec vous. Au nom du chef de l'État et du gouvernement, je déclare ici que le gouvernement réagira rapidement pour que ce stade soit remis dans l'état où il est. Depuis 2013, le 6 avril de chaque année est proclamé Journée internationale du sport par les Nations Unies. C'est justement dans cette dynamique que les autorités sportives guinéennes ont mis à profit cette journée pour magnifier la gloire des sportifs. La Guinée dans le changement acquis et perspective de la Troisième République, un ouvrage qui met en relief les grandes actions du président professeur Alpha Condé. La sortie du livre est prévue demain à Conakry. Son auteur Ibrahima Koné s'en explique au micro de Sangiana Kamara. Suivez. Ouvrage de 244 pages qu'on appelle La Guinée dans le changement acquis et perspective de la Troisième République. C'est un ouvrage qu'on a mis à la disposition de l'ensemble des Guinéens habitant ici ou à l'étranger pour comprendre réellement ce que le travail abattu par la Troisième République pendant les 4 ans passés. Ainsi prend fin ce journal. Merci de votre fidélité à la RTG et à demain.